Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béni Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier. L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non les former en spécialistes. C'est une pensée de Albert Einstein. Selon Victor Hugo, l'école est sanctuaire autant que la chapelle. C'est avec ces belles pensées que nous vous souhaitons la bienvenue dans nos locaux à Béni Excellence. Merci à vous de prendre ce rendez-vous de votre magazine préféré, l'invité. Alors, comme nous savons si bien le faire, nous allons recevoir pour vous des personnalités, des spécialistes de l'éducation pour nous dire un peu les critères sur lesquels les parents doivent se baser pour faire des choix d'établissement pour leurs enfants. Merci Madame Pademou. Comme vous l'avez déjà dit, je suis Marc Valère Bali, ingénieur en énergétique et professeur certifié de froid et climatisation. J'ai enseigné une dizaine d'années au lycée technique de Boycon avant d'être muté au ministère où je travaille actuellement en qualité de directeur du suivi et des affaires sociales de l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Il s'agit là de l'école qui forme les inspecteurs, les conseils pédagogiques et les cadres de l'administration scolaire. L'école est située à Porto-Novo où nous formons ces cadres-là que je viens d'énumérer. Je suis aussi membre de l'équipe de conception et de mise en œuvre de la plateforme EducMaster au Bénin. Ça a déjà pris corps au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires et beaucoup plus tôt au niveau du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle où je travaille. Merci. Merci à vous, M. Goubali, monsieur le directeur. Merci. Moi, c'est Mathias Amoumaledi. Je suis un professeur certifié des sciences de la vie et de la terre, précédemment enseignant à la CRE, au CEG à Djara à Dovi, où j'ai fait mes premières expériences d'enseignant. J'ai enseigné 3 ans là, avant d'être premier suppléant général. Et 3 ans après, j'ai été promu directeur du CEG. Ça, c'est CEG Veki en 2013, dans la commune de Soava. Je suis resté là pendant 10 ans, 2013 à 2023. Et à ce poste, j'aime un peu les associations, la vie associative, politique un peu. Je suis devenu président du collectif des chefs d'établissement secondaire public de l'Atlantique. J'ai assuré ça pendant 6 ans. Et à l'occasion de la compétition récente sur les postes de direction départementale, j'ai été retenu pour le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique. Comme formation, j'ai fait une maîtrise en sciences naturelles, j'ai fait un DSS en management environnemental et qualité des eaux. Ça, c'est au département de chimie. J'ai fait un master complémentaire en gestion des risques naturels en biologie. Et j'ai travaillé sur les changements climatiques, l'adaptation au changement climatique. Et j'ai fait une thèse en chimie organique et chimie des substances naturelles à l'université de Montréal. Ma directrice de thèse, c'est l'actuel ministre des Enseignements supérieurs, Madame Leroy. Merci. Merci à vous, docteur, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Fondé. Bonjour. Bonjour. On m'appelle Maxime Sofon. En fait, je suis expert financier de formation. Beaucoup travaillé dans le secteur privé et
se dérouler dans le secteur privé, plus particulièrement dans le secteur de la finance pétrolière. Donc, les multinationales pétrolières, essentiellement travaillé chez Chevron, Texaco pendant de longues années, et beaucoup travaillé également en milieu anglophone, particulièrement en Afrique de l'Est et également dans certains pays anglophones de l'Afrique de l'Est. En termes de formation, je suis titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé de l'Université de Clermont-Ferrand, la faculté de Clermont-Ferrand, l'Université d'Auvergne-en-France. Et j'ai fait, comme je l'ai dit, l'essentiel pour le secteur privé. Mais je suis ici essentiellement pour des compétences développées dans le domaine de la gouvernance des FTP, l'établissement de formation technique et professionnelle, pour lesquels j'interviens en termes d'accompagnement sur les aspects de gouvernance, gestion, ainsi de suite. Merci. Merci à vous, Monsieur le Fondé. Choix d'établissement scolaire, critères fondamentaux. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec cette personnalité, des personnes bien averties et bien imprégnées du sujet. Alors, sans plus tarder, si la technique est prête, nous allons suivre notre micro-trottoir réalisé à ce sujet. Il y a un bus qui fait navette à 0 frais. Et ça aide les enfants qui sont derrière la voie de traverser pour pouvoir venir à l'école. Et les enfants sont surveillés pendant le repos, la sieste. Et il y a le surveillant général qui joue beaucoup son rôle. Et concernant les notes d'interrogation, à chaque fois qu'il y a interro, on alerte les parents afin qu'ils puissent s'approcher des enfants pour leur réclamer les feuilles. Le suivi et créer des partenariats avec les parents pour que les parents soient informés au fur et à mesure. Le tout ne suffit pas d'attendre la fin de l'année pour constater les résultats. Nous avons créé cette communication directe avec les parents et nous échangeons puisque le succès ou bien la réussite d'un enfant dépend de plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'apprenant lui-même, il y a le rapport des parents avec l'école et le rôle aussi important que joue l'établissement. Pendant la récréation, les enfants sont surveillés. Quand on parle de sécurité, il y a la sécurité pour l'intégrité corporelle de l'enfant, mais il y a aussi ce qu'il mange. C'est aussi important puisque si l'enfant n'est pas en bonne santé, il ne pourra pas suivre les cours. C'est pourquoi l'État organise des contrôles pour voir celles qui vendent. Mais avant cela, il faudrait que le cadre de formation soit l'idéal. Les classes, est-ce que les classes répondent aux normes des salles spacieuses avec de grandes fenêtres, balcons devant et à l'arrière aussi. Ça, voilà des classes qui répondent aux normes. Les tableaux aussi ont des normes. Il faut que les enfants, une fois dans l'établissement, soient en sécurité totale. Il y a ce que nous appelons les autorisations. Autorisation d'abord d'implantation, autorisation d'ouverture. Et quand nous parlons d'autorisation, ce n'est pas seulement autorisation pour ouverture de premier cycle, de second cycle. Non, c'est par classe parce qu'il y a l'autorisation d'ouverture du 6 à 6e, mais il y a l'autorisation d'extension aussi. Si l'extension, cette autorisation n'y est pas, il ne faudra pas que les parents y mettent les enfants. Donc il y a tout ça là. Après cela, il y a une autorisation qui compte beaucoup. L'autorisation d'enseigner et l'autorisation de diriger. L'autorisation de diriger pour le directeur qui va diriger la maison, parce qu'on ne se lève pas tout simplement pour être directeur, il y a une formation pour cela. Autorisation d'enseigner, parce qu'il faut avoir au moins la maîtrise. Aujourd'hui, on parlera de master. Et qui plus est, il faut pour la plupart avoir le CAPES, le certificat d'aptitude professionnelle et à l'enseignement secondaire. Et dans l'enseignement commercial, technique commercial, le CAPET. Donc, c'est des professeurs, des enseignants professionnels. La rigueur dans le travail. S'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline, l'enfant ne peut pas réussir. Et même s'il réussissait, et c'est une réussite partielle.
nous devons aller au-delà. Donc, nous mettons la rigueur. Il est vrai, il y a des dispositions des textes qui interdisent un certain nombre de réactions, mais nous faisons quand même notre effort. Ils doivent respecter le règlement. Chaque année, on fait une sélection, on prend les meilleurs, on laisse le reste. Si tout le monde fait seulement ça, où se trouve alors notre effort? Où se trouve alors le génie de l'enseignant? Où se trouve alors la spécificité de chaque établissement? Nous avons compris et les parents peuvent en témoigner. Nous avons la particularité de Sainte Félicité, c'est que nous prenons même les enfants faibles et nous avons le devoir de les rendre au moins passables. Vous nous confiez votre enfant faible, j'ai le devoir de vous les rendre au moins passables, sinon brillants. Si il advenait qu'on en trouve et que l'enfant n'a pas choix, il n'a pas les aptitudes pour continuer, nous donnons des conseils aux parents pour les orienter vers les branches où ils peuvent s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de nul. Et pendant les révisions aussi, nous organisons des événements. Le fondé amène des agents motivateurs. Ils viennent motiver les candidats. Chers invités, voilà ce que les uns et les autres pensent du choix d'établissement, des critères à suivre. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons commencer par M. Koubali. Nous avons suivi le micro-trottoir et je crois que c'est des spécialistes qui ont parlé, c'est pour la plupart des responsables d'établissement. Tout à fait. Ils en savent quelque chose. Je fais bien tout ce qu'ils ont eu à dire. Et je ne sais pas si c'est le moment pour moi-même d'opiner en ce qui concerne les critères du choix ou bien c'est juste par rapport à l'élément. Vous dites? Par rapport à l'élément. Oui, je suis par rapport à l'élément. Oui, oui. Ouais, j'ai constaté qu'ils ont eu à dire l'essentiel. Et il y a à ordonner maintenant les critères, il y a à les ranger et à indiquer aux parents comment ils vont procéder pour faire le bon choix. Et je crois qu'on va revenir sur ça. Merci à vous, M. Koubali. Alors, M. le directeur départemental, que pensez-vous de cet élément réalisé? Oui, j'ai suivi comme tout le monde l'élément. Et c'est des chefs d'établissement, des promoteurs de l'établissement privé qui ont parlé. Et ils ont abordé des aspects très importants. La création et la gestion d'un établissement scolaire. Tout à fait. Oui, ils ont parlé, le premier élément, l'élément le plus important, c'est l'acte de naissance. Il faut avoir d'abord l'autorisation, il faut l'ouverture, et maintenant les dirigeants, les enseignants doivent avoir aussi des autorisations. Autorisation d'enseigner, autorisation de diriger. Ils ont dit tout ça. Je vois que c'est important. Très important. C'est ce que je peux dire pour le moment. Il y a des éléments peut-être que nous allons ajouter lorsqu'on va rentrer dans le Bien sûr. Merci à vous, monsieur le directeur. Alors, monsieur Sofonou. Je pense que en ce qui concerne l'élément, il est assez bien paré pour servir l'introduction à ce que nous voulons faire. Et donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Merci. Merci à vous. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qu'un établissement scolaire? Monsieur Sofonou. Ok, merci bien. Un établissement scolaire, c'est une structure d'accueil qui est orientée vers l'éducation des apprenants, des personnes qui sont gérées et qui s'appellent des apprenants. Juste que ce qui s'y passe à l'intérieur d'un établissement scolaire, de ce qu'on appelle un établissement scolaire, doit respecter un certain nombre de normes. Voilà. La particularité, c'est que tout ce qui doit se passer à l'intérieur de l'établissement suit des normes, parce qu'il s'agit, comme j'ai l'habitude de dire souvent, le sujet principal, il s'agit des enfants. Et lorsqu'on cause des préjudices ou des dommages à un être humain, à un enfant, c'est pas certain de réparer, c'est pas facile de réparer. Alors que dans d'autres domaines, on pourrait réparer. Et donc, on doit faire très attention, ça doit être normé, contrôlé par le régulateur. Et on doit y mettre le sérieux qu'il faut. Parce que
si on malfaçonne, il n'y aura pas moyen pour les battre. Revenez en arrière. Merci à vous. Alors, monsieur le directeur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, sinon, dans un établissement scolaire, on travaille sur la matière la plus précieuse, l'homme, nos enfants. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire à tous les acteurs, ceux qui interviennent dans les établissements scolaires, de considérer tous les enfants qui sont devant eux comme leurs propres enfants. S'ils en ont un. Parce que s'ils font mal, lorsqu'ils ne seront pas là, d'autres feront mal pour leurs enfants. Donc tout le monde doit avoir conscience qu'ils sont en train de travailler sur les béninois de demain. Ceux qui auront la charge de gérer notre les futurs citoyens, voilà. Les parents. C'est très important. Il ne faut pas se hasarder dans ce. C'est comme un médecin qui agit sur le malade. Il n'y a pas d'erreur. S'il fait mal dans la salle de chirurgie, il va créer des dégâts. C'est la même chose, vous considérez l'enseignement de cette année. Merci. Comme M. Sofon nous l'a dit, c'est que quand c'est mal parti, on ne peut pas revenir en arrière. Merci. Alors dites-nous, monsieur le directeur, je reste avec vous. Est-ce qu'on peut scinder les établissements scolaires par catégorie? Est-ce qu'il y a des catégories? Oui, il y a des catégories. Il y a des établissements scolaires d'enseignement général. Il y a des établissements scolaires d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Oui. Et vous gérez ces deux? Les deux, oui. D'accord. Alors, parlez-nous un peu, M. Boubali, des catégories d'établissements scolaires. Merci. Catégoriser les établissements scolaires, le directeur départemental a donné déjà une possibilité de classification selon que l'établissement soit de l'enseignement général ou de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Il y a aussi la possibilité de séparer ou bien de se lier en termes de statut public ou privé. Il y a les établissements d'enseignement qui relèvent du privé et d'autres qui sont dans le patrimoine de l'État qu'on appelle les établissements publics. Et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, que l'établissement soit du public ou du privé, lorsqu'il est de l'enseignement technique, c'est mon domaine, je suis technicien de base. Tout à fait. Lorsqu'il est de l'enseignement technique, il y a encore plusieurs sous-catégories, j'allais dire. Et il y a ce que nous appelons de façon classique les lycées techniques, qui sont des centres de formation technique et professionnelle, mais un peu classiques, où les enfants accèdent après le BPC ou après le CEP. Donc c'est un cycle un peu classique. Mais à côté, il y a ce que nous appelons les centres de formation professionnelle et les centres de métier. C'est beaucoup plus pour les déscolarisés qui rentrent dans ces centres-là pour apprendre en temps réduit un métier assorti d'un diplôme d'État. Le CQM, pour ceux qui sont dans les centres de métier, il s'agit du certificat de qualification au métier, CQM, et le CQP, pour ceux qui sont dans les centres de formation professionnelle. C'est un niveau beaucoup plus élevé et il faut avoir aussi un niveau de base, un niveau d'instruction de base conséquent pour y aller. C'est le certificat de qualification professionnelle. C'est des diplômes que l'État même peut demander et recruter les titulaires de ces diplômes-là qui sortent donc de ces centres. Merci à vous. Donc, si je comprends bien, ces diplômes sont instaurés par l'État, c'est reconnu. Exactement, c'est institué par l'État et les examens sont organisés par la direction des examens et concours. Très bien. Merci à vous. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, dites-nous, chers invités, quels sont les critères dont les parents doivent tenir compte pour choisir l'établissement de leurs enfants? Parce que là, nous sommes proches de la rentrée, on est déjà en juillet, et c'est la période où beaucoup de parents se cassent la tête et cherchent à trouver des établissements pour leurs enfants. Et il y a beaucoup de fois où les parents font des choix et après c'est le regret, c'est l'amertume. Et nous sommes là déjà pour orienter les parents, pour qu'ils sachent comment faire, sur quelle base choisir les établissements de leurs enfants. Parce qu'il faudrait éviter plus tard des désagréments. Alors, monsieur le directeur, je suis à vous. Quels sont les critères dont les parents doivent tenir compte pour choisir l'établissement de leurs enfants? Merci. Comme l'a dit tout à l'heure l'élément que nous avons suivi, le tout premier élément, c'est l'autorisation. L'autorisation. Oui. Est-ce que c'est légal? Est-ce que
l'établissement privé a un acte de naissance. D'abord. C'est important. C'est important. Après ça, qui dirige l'établissement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a pris l'établissement, qui a pris quelqu'un qui n'a pas les profils qu'il faut pour diriger? Donc, le dirigeant doit être quelqu'un qui a l'autorisation de diriger. Et on ne donne pas l'autorisation de diriger à n'importe qui. C'est tout un dossier qu'on dépose qui donne clairement le profil de celui-là avant que le ministre lui signe le document. Ensuite, qui sont ceux qui enseignent dans l'établissement? Donc, il n'est pas question que parce que j'ai les moyens, je positionne peut-être mon frère au chômage, il y a peut-être le niveau 4e que je le positionne pour être directeur. Vous savez, c'est parce qu'il y a la police que beaucoup ne volent pas. Sinon, tout le monde, dans tous les secteurs, les gens trichent. Ce que vous dites là, ça existe. Où les gens créent, mais quelqu'un à la tête qui n'a pas le profil pour diriger. C'est parce que là, on invite les parents à être vigilants, à tester les enfants dans cet établissement. Qui sont ceux qui enseignent là? Les enseignants, est-ce qu'ils ont l'autorisation d'enseigner? Est-ce qu'ils ont le profil pour. Est-ce qu'on n'a pas pris quelqu'un qui n'a pas de niveau, bien un mathématicien peut pas enseigner français, etc. Donc, c'est très important. En dehors de ça, est-ce que les infrastructures d'accueil des enfants, est-ce que lorsque les enfants ont besoin d'aller se mettre à l'aise, il y a l'endroit qu'il faut, est-ce que le cadre est propre? Parce qu'il ne faut pas aller à un lieu d'instruction et attraper des maladies. Donc, la propriété de la maison, il faut tenir compte de ça aussi pour inscrire les enfants. Le spécialiste en a parlé du domaine entièrement professionnel et social. Si c'est comme ça, il y a du matériel. C'est très important parce que c'est la pratique. Est-ce que l'établissement qui dit j'ai telle filière, mode d'événement par exemple, est-ce que le matériel existe? Pour accompagner les enseignants qui doivent enseigner dans ce domaine est qualifié pour. Est-ce que l'établissement a ces enseignants-là? Pour l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il faut questionner sur les filières. Est-ce que le matériel existe pour que les enfants soient bien formés? Est-ce que les dirigeants respectent les tests en vigueur? Je prends par exemple un petit test qu'on appelle le règlement intérieur dans un établissement. Est-ce que les enfants sont suivis en termes de mode vestimentaire, la coiffure? Est-ce que dans leur établissement, les enfants fument? Parce que dans un il faut le suivi. Et puis, si vous faites ça dans un milieu, la population est informée. Il faut questionner les gens qui sont autour de l'établissement. Voilà la renommée de cet petit établissement-là. Qu'est-ce qui se fait là? Est-ce que mon enfant dans cet établissement est en sécurité? Est-ce qu'il ne va pas apprendre autre chose que ce que je veux qu'il apprenne? Etc. Donc, c'est très important ces aspects avant d'inscrire les enfants. Maintenant, en matière de travail, est-ce que entre l'administration de l'établissement et les parents, il y a une communication? C'est très important parce que la réussite d'un enfant ne dépend pas seulement de l'enfant seul. Il y a les enseignants, l'administration et les parents qui chacun joue son rôle. Est-ce qu'il y a ce lien entre les deux entités, parents et est-ce que l'établissement met en place un système de suivi de l'enfant pour qu'à la fin de l'année, tout le monde soit heureux, bon voilà, j'ai inscrit mon enfant maintenant. Est-ce que les résultats publiés par cet établissement sont fiables? Parce qu'il y en a qui mentent. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, il y a M. Koualé qui sont sur un projet, Éduc Master. Aujourd'hui, les parents peuvent avoir les vrais chiffres. Par rapport aux résultats que ces établissements produisent en fin d'année. Et s'ils n'arrivent pas à avoir directement, ils peuvent se diriger vers les directions départementales, le service des enseignements secondaires techniques et préparation professionnelle là pour les informer sur chaque aspect, les résultats réels obtenus par ces établissements. Il y a pas mal de choses que les parents doivent quand même observer avant d'inscrire leur enfant, parce qu'on a dit un enfant, je répète, c'est la matière la plus précieuse sur laquelle on agit. Vous avez entièrement raison. Merci, monsieur le directeur. Et le problème est tellement poignant parce que vous allez voir des chefs d'établissement qui disent nous avons peut-être l'hôtellerie et la restauration, mais on y va, il n'y a même pas le matériel pour que les enfants puissent s'exercer. On dit que j'ai une filière de mode,
mais les enfants n'ont même pas de quoi quand même s'appliquer, se former, pratiquer en fait. Donc là c'est un sérieux problème. Et vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose de très important. J'allais en venir, mais je vais profiter en même temps pour en venir. EducMaster, parlez-nous un peu. Merci. EducMaster, c'est un système d'information et de gestion de l'éducation. C'est une plateforme web qui est conçue pour digitaliser, modéliser et automatiser la gestion de l'éducation. EducMaster est actuellement en exploitation, comme je le disais tantôt, au ministère des enseignements matériels et primaires, notamment pour ce qui concerne la gestion du certificat d'études primaires, et au ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle, où le travail a commencé beaucoup plus tôt. EducMaster est déjà bien installé dans ce ministère. Il procède à la gestion des carrières des enseignants, à la gestion des apprentissages, à la gestion des transferts des apprenants, à la gestion des enseignants, qu'ils soient aspirants ou non, à la gestion des examens aussi, notamment le BEPC. Le but de cette plateforme, comme vous le savez, c'est d'automatiser la gestion qui se fait, de réduire ou d'éliminer les fraudes en milieu scolaire, parce qu'aujourd'hui, le système de faux bulletins a été totalement éliminé. Vous ne pouvez plus produire des faux bulletins aujourd'hui, parce que lorsque vous produisez le dossier pour aller vous inscrire dans un établissement, le chef de l'établissement d'accueil accède à la plateforme entre le nom et le prénom de l'apprenant. Il a toutes les informations sur ses moyens. Si ce dernier avait 8, vous êtes allé produire un diplôme, un bulletin, j'allais dire, qui dispose qu'il a 11, le chef d'établissement va vous le dire que non, 8, il a fait tel établissement, il a eu tel moyen, donc il ne peut pas faire la classe qu'on voulait. Il y a des chefs d'établissement privés qui contournent la chose parce qu'ils veulent de l'argent. Ils peuvent se connecter ou non. Dès qu'un apprenant est arrivé, c'est le risque qu'il faut éviter. Dès qu'un apprenant est arrivé, le premier objectif étant d'encaisser. Ils reçoivent l'apprenant, ils l'inscrivent dans la classe voulue par l'apprenant. Et l'apprenant reste dans cette classe, il finit l'année, mais il ne peut jamais aller en année scolaire. Même si lui déclare que l'enfant passe en classe supérieure chez lui, l'enfant peut aller jusqu'en terminale, il ne passera pas le bac. Parce que sur la plateforme, il serait toujours en seconde ou en quatrième. Nous avons déjà fait la deuxième partie de ce numéro. Et là, nous allons évoluer vers nos stands, c'est-à-dire à Excellence. Nous avons plusieurs catégories d'ouvrages et nous allons faire retrouver nos stands. Vous allez opérer le choix d'ouvrages sur lequel nous allons discuter tout à l'heure quelques minutes. Merci. Alors, chers invités, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur les ouvrages? Bien sûr. Alors, nous allons vous demander, à partir de M. Boubali, de nous dire ce que ça vous inspire d'avoir de tels ouvrages dans vos rayons. Première chose, je dois dire. Vous avez choisi quel ouvrage? Vous pouvez mots à la caméra, voilà. Mnémotechnique, génie énergétique. Ça peut aller? Merci. Je voudrais dire bravo à Béné Excellence d'avoir réussi à réunir ce cortège d'ouvrages de haut rang et de haut niveau et de bonne facture en un même lieu pour que tout le monde puisse s'y retrouver, que ce soit primaire ou secondaire, technique, formation professionnelle et même les étudiants du supérieur. C'est formidable, nous vous en remercions. J'ai choisi sans surprise le document qui est le mémo même du génie énergétique parce que je suis énergéticien de formation et je voudrais expliquer ce qui a motivé mon choix d'aborder la filière de cet ouvrage que je connais assez. Vous savez, chers amis, il y a ce qu'on appelle des pays développés dans le monde.
Et je vous dirais qu'un pays développé, M. Souforon aura le temps de m'appuyer parce qu'il a fait l'Hexagone. Un pays développé, c'est un pays industrialisé. Je ne vois pas la différence entre un pays industrialisé et un pays développé. Parce que c'est l'industrie qui est la machine économique qui permet de développer les pays. C'est l'industrie qui permet de transformer les matières premières en produits finis et qui permet au pays d'avoir la plus-value économique. Merci à vous, M. Boubalé, pour ce développement. Merci. Merci à vous. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, oui, vous avez choisi quel ouvrage? J'ai choisi biologie végétale. Ok, biologie végétale, allez-y. Oui, et étant biologiste, c'est d'ailleurs ça qui a guidé mon choix. Et si je veux montrer ça un peu. Monsieur Boubalé on peut faire la capture, voilà. Apprendre ce document. Oui, on a dit biologie végétale. Je suis dedans, plein dedans. Je suis très content d'être avec ce document qui contient d'importantes informations pour la formation de nos apprenants. Et c'est des ouvrages très utiles. Oui. J'invite tous les enseignants. Je ne suis pas sûr que les gens, tous les enseignants savent qu'il y a quelque chose comme ça ici au Bénin. Ils viennent découvrir. Parce que ici, vous avez les aspects qui concernent la génétique, vous avez la physiologie végétale, vous avez l'aspect dont M. Boubalé a parlé de l'énergie. Vous savez, l'énergie que nous utilisons sur la Terre, c'est une partie de l'énergie du Soleil. C'est ça. Et le premier élément qui accumule l'énergie du Soleil, ce sont les végétaux verts, par le processus de photosynthèse. Si nous parlons de pétrole aujourd'hui, des énergies fossiles, ce sont ces végétaux qui sont fossilisés, que les gens exploitent aujourd'hui comme le pétrole. Et ce sont ces mêmes végétaux qui nous protègent, parce que lorsqu'on utilise ces énergies fossiles, ça dégage ce qu'on appelle le gaz à effet de serre, qui menace la vie aujourd'hui. Et ces végétaux sont des pièges de carbone qui nettoient l'atmosphère de ces gaz à effet de serre pour nous rendre la vie facile. Donc c'est des documents très intéressants. J'invite tous les enseignants, tous les apprenants, les étudiants à venir découvrir ce qui se passe ici. Merci à vous, monsieur le directeur. Alors, monsieur le fondé, non, vous avez choisi quel ouvrage? J'ai choisi un ouvrage qui a rapport. Alors, parce que nous sommes venus ici, il se fait surprenamment que nous sommes tous des hommes. Et que ceux qui sont venus ici sont des valeurs, sont des ressources humaines. Avant d'être un énergéticien, M. Boubalé est une ressource. Et le DEDEPS également, vous-même, tous ceux qui sont ici. Depuis l'Australopithèque jusqu'à l'Homo sapiens, c'est l'homme qui est en action, dans la diversité des domaines, et qui fait briller son savoir, son savoir-faire, sa lumière sur le monde, en exécution d'une instruction divine, transformer la terre, dominer la. Donc, tous ceux qui sont ici, je vous dis, vous êtes tous merveilleux. Merci. Vous êtes une grâce de Dieu, et je prie. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Les jeunes et les enfants pour lesquels nous sommes réunis ici, que Dieu leur donne la grâce du savoir et l'esprit de l'esprit. Merci. Merci à vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ils sont formidables, n'est-ce pas, à nos invités du jour. Merci à vous. Alors, nous tendons déjà vers la troisième partie de ce numéro. Et c'est la partie que le public aime le plus. Ils vont poser des questions. La première question. De nos jours, la cybercriminalité fait beaucoup de ravages. De telle sorte que les fondés d'école, les promoteurs d'école mentent en quelque sorte aux parents en disant que l'école est la meilleure école du quartier peut-être de la ville, ils ont tous de bons résultats. Mais en fait, lorsque l'élève commence à rentrer lui-même, il sent que cette école-là, lors de la présentation, ils ont menti aux parents. Alors, je voulais vous demander quel conseil vous pourriez leur donner à ces faux promoteurs. La deuxième question.
châtiment corporel. Et je suis d'accord avec cette interdiction. Je voulais vous demander, avec les élèves d'aujourd'hui, comment vous devrez les punir? Est-ce avec les manières des anciens temps ou avec Merci, je remercie notre petit ami pour la spontanéité et la candeur de sa réaction. Pour la première question en ce qui concerne les fausses publicités, je pense que les réponses étaient déjà venues. Donc, sur comment il ne faut pas écouter les clairons, tout ce qui claironne, il faut tenir compte d'un certain nombre de critères que nous avons déjà dit tout à l'heure, à savoir la légalité opérationnelle, à savoir qui dirige, qui enseigne, comment le suivi se fait. Donc, en plus de ce qu'on entend, il faut aller recouper à travers la réalité sur le terrain. Il faut aller pour voir comment ça se passe, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a de plus en plus de parents qui font attention à ça aussi, qui ne s'arrêtent aux résultats qui sont publiés. Maintenant, la deuxième préoccupation, ça m'échappe déjà. Non, il dit que maintenant il y a plus de châtiment corporel. Voilà. Ok. Je ne suis pas étonné que je sois d'accord avec l'interdiction. Au contraire, m'aurait surpris. C'est vrai que, d'un point de vue opérationnel, la suppression du châtiment corporel a été un problème. Moi, j'ai l'habitude de dire à mon équipe, enseignants et tout, et c'est face aux difficultés qu'il faut faire ressortir son génie. Si nous avons l'habitude de réussir, ou si on a l'habitude de réussir avec le châtiment corporel, c'est un défi maintenant de voir comment on peut faire pour produire les mêmes résultats, sinon mieux, sans châtiment corporel. Donc c'est d'abord une question existentielle, c'est d'abord un problème de défi auquel il faut répondre. Sur le plan national, il y a d'autres écoles qui sont souvent parmi les meilleures au plan national. Pourtant, ce sont les professeurs qui enseignent dans ces écoles, qui enseignent aussi à peu près dans plusieurs autres écoles. Mais ces autres écoles-là ne se trouvent pas souvent dans les meilleures journées. J'en veux demander pourquoi. C'est vrai, quand nous prenons surtout les écoles privées, ce sont les enseignants, la majorité des cas, les enseignants du public qui vont enseigner dans les privés. La différence est que les parents qui inscrivent leurs enfants dans les privés ont les moyens et à la maison, ils prennent des répétiteurs pour les enfants à la maison. Et contrairement dans le public, l'enfant qui va à l'école n'écoute que l'enseignant, il n'est que dans ce système. La majorité de ces enfants n'a pas de répétiteur à la maison. On peut expliquer la différence à partir de ce fait-là. Alors, choix d'établissement scolaire, c'était le sujet de ce jour. Et nous avons parlé des critères fondamentaux dont les parents doivent tenir compte pour choisir les établissements de leurs enfants. On espère que vous avez véritablement aimé le sujet et le développement qui a été fait de ce sujet. C'est le moment donc de remercier nos invités qui, malgré leur agenda très chargé, ont fait le déplacement. Ils sont restés avec nous du début jusqu'à la fin. Et nous remercions également ce charmant public qui est resté du début jusqu'à la fin. Nous remercions le service audiovisuel de Méné Excellence et ERA Production. Nous remercions le service technique. Nous remercions tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de ce numéro. On espère qu'on a retenu beaucoup et nous disons donc à très bientôt pour un numéro tout aussi intéressant. Et il s'agira bien sûr de l'an 2 du magazine L'Invité. Ce sera dans moins d'un mois à la FSS où nous allons recevoir les anesthésistes pour parler de leur métier. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit.